L'histoire se déroule dans un monde qui a été bouleversé par un grand événement qui a mis fin à toute paix. Il ne s'agissait pas d'un simple mouvement de terre, comme l'éruption d'un volcan ou quelque chose de ce genre. En réalité, les monstres sont sortis du néant. Existence pratiquement éteinte. Un jour, quelque chose est apparu qui a rendu possible l'existence de ces êtres. La tour. La tour est un lieu inconnu qui peut donner de la force et des pouvoirs pour combattre les monstres. C'est pourquoi certains ont commencé à l'appeler la tour démoniaque et d'autres la tour divine. Ils utilisent ces noms parce que ceux qui grimpent dans la tour y trouvent tout ce qu'ils désirent. La force, la richesse, le pouvoir et la renommée. Les êtres de la tour accordent tout cela à ceux qui la défient. La tour compte un nombre impressionnant de 999 marches, et les êtres qui en sont responsables sont connus sous le nom d'êtres suprêmes, qui peuvent être des dieux ou des démons. Bien que le gouvernement ait tenté d'empêcher les gens d'entrer, personne n'a vraiment réussi à arrêter ceux qui étaient déterminés à défier la tour. Tous les dieux et les démons ont immédiatement puni ceux qui tentaient d'entraver le peuple. 5 années se sont écoulées depuis que les yeux de milliards de personnes se sont fixés sur ce lieu. 9 personnes ont atteint le sommet parmi des milliards d'autres challengers, se classant parmi les 600. Ils ont acquis des pouvoirs magiques et divins dans la tour. Et c'est grâce à ces pouvoirs qu'ils ont réussi à poursuivre leur ascension. Parmi eux se trouvait notre protagoniste, connu sous le nom de Black Star. Il n'était pas un maître d'armes, ni un homme super fort, mais il était le challenger le plus fort parmi les membres de ce groupe. Il était l'être qui apportait la mort, le gardien de la mort, considéré comme le meilleur nécromancien du monde. Selon l'histoire, Black Star, qui était devenu un véritable RIOK, a fusionné avec le côté obscur du pouvoir, amenant tout son groupe et les attaquants. Une grande bataille s'ensuivit, mais Black Star ne parvint pas à le vaincre seul. Pour cette raison, Ryuki a été traité comme un traître qui a abandonné l'humanité pour gagner du pouvoir. Cependant, ce n'est qu'une version de l'histoire racontée par le groupe, dans laquelle la trahison n'a jamais eu lieu. En réalité, les seuls traîtres étaient les autres membres de son groupe, mais cette partie de l'histoire n'a jamais été révélée. 10 ans ont passé depuis, et c'est à ce moment-là que Ryuki se souvient à nouveau. Cela s'est produit grâce à sa capacité secrète, appelée succession d'âmes. Lorsqu'il est sur le point de mourir, sa magie est transférée dans un corps semblable au sien. Il se rend alors compte qu'il a trouvé un corps physiquement compatible, et qu'il est toujours coréen. Mais sa rêva par rapport à son groupe, appelé Nine Star, est immense. Ryoki a réussi à nettoyer la marche de Six Cent pratiquement tout seul, ne croyant pas qu'il se préparait simplement à l'attirer jusqu'à la fin. En raison de la présence d'un paladin et d'un saint dans son groupe, il est tombé dans une armurerie divine dans laquelle il ne parvenait pas à invoquer ses créatures. Même si Ioki a essayé de les aider, c'est ce qu'ils lui ont fait. Le paladin, nommé Cain, dit à Ioki qu'il ne discute pas avec eux, affirmant qu'il ne les déteste pas ou quoi que ce soit de ce genre. Ils ont fait cela parce que Ioki était un alpha facile. Pour ne rien arranger, celui qui est considéré comme son seul ami, un autre membre du groupe, n'a pas participé à l'attaque des Six Sense. Après cela, Ioki pense qu'il sait qu'il a perdu et qu'il ne peut plus rien faire. Il accepte donc sa mort cette fois-ci, mais il active d'abord sa magie secrète qui le rendra plus fort. Il prévoit de faire payer tous les traîtres pour tout cela. Ioki leur dit de l'attendre, car il fera en sorte que tous les membres du groupe fassent partie de son armée. Il a l'intention de prendre l'âme de chacun d'entre eux et de la mâcher jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à réincarner. Peu de temps après, il entend la sonnerie de son téléphone portable, et en l'actionnant, il a une énorme surprise. Il découvre que 10 ans se sont écoulés depuis sa mort. Il perçoit que sa capacité a mis beaucoup de temps à trouver un nouveau corps. Immédiatement, il se demande s'il peut encore utiliser ses capacités dans ce nouveau corps. En tuant une mouche, il tente d'utiliser sa capacité de nécromancien, mais cela ne fonctionne pas. Il se rend compte que ce n'est pas possible, car son nouveau corps n'a pas de mana pingo. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il va devoir recommencer son voyage dans la tour depuis le début. Il vérifie alors si les traîtres ont progressé dans la tour et sont devenus des êtres suprêmes au cours de ces 10 années. Et il découvre que son ami a grimpé plus de 200 andars dans ce laps de temps, atteignant les 800. Yaok voit là une bonne occasion pour lui de pénétrer dans la tour pendant qu'il est sur la taupe et de les emmener dans l'enfer qui se trouve là-haut. Yaok sent qu'il est inutile de sortir de la tour et décide de quitter la maison. Le corps est nouveau, mais l'esprit est toujours le vôtre. Avec toutes les connaissances qu'il a acquises au fil du temps, il pourra rester plus fort à la vitesse la plus élevée possible et ainsi les servir tous. Peu après, Ioki arrive à l'entrée de la tour avec plusieurs autres personnes en quête de gloire, de pouvoir et d'argent. C'est un lieu où se rencontrent des gens de toutes sortes et aux histoires différentes. Ioki est déterminé à tout recommencer,
Mais cette fois, il va répandre son nom partout dans cet endroit, car c'est le début de sa maison. En entrant dans la tour, le premier état serait le tutorat, et cela faisait 15 ans qu'il n'avait pas mis les pieds sur cette promenade. Bien qu'il s'agisse d'un didacticiel, Ryoki sait qu'il n'y a aucun endroit dans cette tour qui puisse être considéré comme suffisamment facile pour être appelé un didacticiel. Dans ce tutoriel, il devra parcourir un chemin rempli de tatous qui nécessite quelques jours de course pour arriver au bout. Tout le monde nous dit que des 10 premières marches, c'est l'endroit le plus ridicule. Un panneau apparaît devant lui, avec pour objectif de passer à travers toutes les armadillas et d'atteindre la destination. Tous les dommages subis seront récupérés lorsqu'il atteindra sa destination ou lorsqu'il reviendra à son point de départ. À ce moment-là, Yuka regarde les statues de ce nouveau corps et remarque soudain qu'elles sont hideuses, car extrêmement courtes. La seule similitude avec son ancien corps est qu'il est de type mana et qu'il a la trace de la gourmandise. Il perçoit que les coups et les talents physiques varient d'une âme à l'autre. Il est déterminé à profiter de tout ce qu'il peut pendant le tutorat, puis, après son départ, une planche de flèches magiques s'active. Grâce à ses connaissances, il sait qu'il n'est possible de voir la flèche que lorsqu'elle est tirée. Avec cela, il parvient à dévier facilement, mais bientôt, plusieurs autres flèches sont activées. Même si ce n'est qu'un tutoriel, c'est une exagération. De ce fait, il finit par être affecté, mais il sait qu'il doit continuer malgré la douleur, car s'il revient au point de départ, son corps sera complètement guéri. Avec difficulté, il parvient à revenir au point de départ. Il décide d'abord de voir combien de temps il peut tenir. Cependant, il ne peut pas fonctionner sans réfléchir. 2 coups ont rendu le défi plus difficile à relever à partir du sol. D'entre eux est la gourmandise, qui lui permet de dévorer quelque chose de non vivant et de le transformer en expérience. Et comme le sang que je verse n'est pas vivant, il peut l'absorber et le transformer en expérience, ce qui lui permet d'augmenter un peu ses attributs. Ryuk savait qu'il lui faudrait 1 semaine pour terminer le tutoriel et devenir plus fort. Il devrait donc supporter toutes les flèches et continuer à avancer, augmentant ses attributs par simple gourmandise, jusqu'à ce qu'il atteigne la tolérance maximale de ses pieds. 1 mois plus tard, il arrive enfin à la fin du tutoriel, mais à cause des allers-retours, cela a pris plus de temps que prévu. Immédiatement, un panneau apparaît, informant que plusieurs dieux et démons s'intéressent à ses méthodes. Loki sait que les dieux et les démons observent les challengers et cherchent quelqu'un qui leur ressemble. Ils ne sont que sataniques et ne révèlent à personne leur véritable nom ou leur identité divine. Hiyuki pense qu'ils sont probablement en train d'élaborer des plans pour faire de lui l'un de leurs disciples. Il reçoit alors un message d'un être appelé le Bec du Mal, qui le salue et lui demande comment il va. Ce démon, dans sa vie antérieure, est celui qui l'a le plus soutenu et qui a fait la queue pour faire de Hiyuki son disciple. C'est également vous qui lui avez accordé la transmission d'âme, et Hiyuki lui en est reconnaissant. Après avoir été reconnu par ce démon, plusieurs autres dieux et démons commencent à s'intéresser à lui. Loki demande à tout le monde de se calmer et déclare qu'il deviendra le disciple de celui qui observe secrètement sans rien dire. Demande de se contenter d'observer. Tout de suite, il décide de jeter un coup d'œil aux récompenses du tutoriel. Après avoir atteint le maximum d'XP, il gagne une résistance à la douleur et plusieurs autres choses. Ses attributs de base augmentent également de manière significative. Bien qu'il soit difficile d'obtenir du mana dans cet état, Yuki peut augmenter son mana grâce à son type de mana, ce qui n'arrive généralement pas aux autres personnes. Grâce à ses progrès, un nouveau coup est débloqué, et Yuki est surpris de découvrir qu'il possède déjà la gourmandise. Il se souvient qu'il y avait un autre coup sous la gourmandise, avec des points d'interrogation. Il s'agit de l'ancien propriétaire du corps, qui a été victime d'une nouvelle attaque. Il découvre que cette nouvelle ligne s'appelle Polyvalent, mais Hiyuki ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Après analyse, il découvre qu'il s'agit d'un talent qui le rend apte à tout, quelle que soit la technique utilisée. Pendant la formation, un ajustement de compétences est appliqué. Pendant le combat, il y a un ajustement supplémentaire proportionnel à leurs compétences. Ryuk découvre que cette attaque est incroyable. Le nom qu'il n'a pas réussi à obtenir bien qu'il se soit préparé pendant longtemps, le meilleur de tous, un All Master. Il ne l'a pas obtenu dans sa vie précédente, mais maintenant, avec cette nouvelle ligne, il a la chance de le conquérir. Ensuite, le méchant Pico, appelé Bao, exprime sa curiosité au sujet de l'attribut Janero de Ryuk. Mais Shiyuki l'ignore et déclare qu'il va continuer à marcher, en disant à Bao qu'il peut le suivre s'il le souhaite. Bao décide alors d'accompagner Yuki, sachant que la prochaine salle est celle du choix et de l'entraînement, où il pourra choisir l'arme et la classe qui lui conviennent le mieux. Après avoir fait votre choix, vous serez transporté jusqu'à la première passerelle de la tour. Dans sa vie antérieure, il n'a pas échappé au choix d'être magicien lorsqu'il a découvert qu'il était du type main.
Cependant, grâce à son nouvel accident vasculaire cérébral, il a décidé de vérifier à quel point il est intéressant. Lorsque Ryuki commence à essayer les armes, il est impressionné, car il est capable d'utiliser n'importe laquelle d'entre elles. Il peut s'attaquer à des albos offensifs, ce qui représente un véritable défi pour ceux qui n'ont pas encore de classe définie. Décide alors d'invoquer les salves les plus difficiles que l'on puisse trouver dans ce lieu. Même ainsi, il les élimine facilement. Tout cela grâce à sa frappe polyvalente. C'est comme s'il utilisait toutes ses armes depuis des années. À sa grande surprise, il reçoit peu après une conquête nommée Allmaster, qui consiste à utiliser au moins une arme de chaque catégorie disponible dans l'école et la salle d'entraînement. La récompense pour cette conquête est la classe Allmaster, et elle accorde également un bonus de plus de 5 en statut d'attaque. Ryoki est surpris, car il ne savait pas qu'Allmaster était le nom d'une classe. Immédiatement, un parent apparaît pour lui demander s'il souhaite choisir cette classe, l'informant qu'il ne pourra pas la sélectionner après avoir quitté la salle d'entraînement. Cependant, même s'il s'agit d'une classe exceptionnelle, Ryoki sait qu'il ne peut pas renoncer à son meilleur atout. Il devait choisir cette classe comme classe principale, qui est probablement le nécromancien. Il a donc demandé au système de faire du maître sa sous-classe. Cependant, le système indique qu'il peut le faire, car les sous-classes ne sont débloquées qu'à partir de la 100e marche. Iyoki avait oublié cette restriction. Il savait que s'il ne choisissait pas de classe, il ne pourrait pas quitter cet endroit. Mais il avait une idée. Même si c'était du gâchis, il décida d'utiliser ses points d'accomplissement. Ainsi, vous pourrez débloquer l'espace des sous-classes. Le système s'embrouille et se demande comment un débutant peut en avoir connaissance. Dans la tour, il est possible d'obtenir une monnaie appelée point d'accomplissement, en accomplissant des missions. Ces points permettent à l'utilisateur d'apporter des modifications au système. Ryoki demande donc au système d'offrir 5 points pour débloquer la sous-classe, et ce serait une valeur considérable. Le système signale que c'est possible, mais révèle que Ryoki n'a pas assez de points. Il a besoin de 5.0 et il n'en a que 5. N'ayant pas d'autre choix, Iyok doit faire appel à l'aide de Baal. Il demande donc au système s'il ne s'agit pas d'une conquête pour avoir découvert pour la première fois la véritable identité d'un des démons. Avec un peu de chance, il obtient une nouvelle conquête et reçoit plus de 200 points de conquête. Après cela, le système demande à Ryuki s'il veut changer ses points pour que le maître soit sélectionné comme sous-classe, ce qu'il accepte. Ainsi, il débloque la sous-classe du maître. Après avoir détruit la salle d'entraînement, il est transporté à la première marche, à la recherche de sa validité. La première promenade est la forêt de Korol, où quelques guerriers affrontent les kobolds et rencontrent beaucoup de difficultés, même s'il s'agit de la première marche. C'est à ce moment que Heoki arrive, voyant sa première proie, et la démonte facilement. Il se sent un peu heureux, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu de kobold. Il était également curieux de savoir ce qu'il gagnerait en les dévorant tous. Les autres guerriers sont impressionnés que Ryuki ait vaincu un lâche en une seule attaque, mais ils ne comprennent pas pourquoi il semble être un mage, mais qu'il a vaincu un monstre en un seul coup. L'un d'eux dit qu'il ne sait pas qui est Ryuki, mais que s'ils s'unissent et combinent leurs pouvoirs, ils pourront être plus forts. Cependant, Ryuki leur ordonne de partir, disant que s'ils touchent à l'un de ces monstres, il ira les tuer. C'est pourquoi ils partent rapidement. Ensuite, les kobos commencent à l'attaquer, mais l'un d'entre eux est facilement anéanti. L'autre kobout restant tente de s'enfuir, effrayé, mais Ryuki le vainc également avec une flèche magique. Sa première mission lors de cette première marche est d'éliminer les 10 kobolds, et après l'avoir terminé, il passera au niveau suivant. Il sait que cette mission est très facile, et qu'il pourrait facilement l'éliminer sans eux dès maintenant. En y réfléchissant, on se dit qu'il vaudrait peut-être mieux commencer par la conquête de Matador. Il sait qu'en éliminant 1000 fois un type de monstre, il obtiendra des conquêtes meurtrières de ce monstre. Dans son autre vie, il a essayé d'obtenir toutes les conquêtes de Matador. Peu après, lorsqu'il utilise son Agula sur le kobold, Yoki peut voir tous ses souvenirs. De plus, toute la force de ce monstre est maintenant la vôtre. Et lui aussi parvient maintenant à comprendre la langue des kobolds. Lorsqu'il ouvre sa toile d'état, il s'aperçoit que ses attributs ont considérablement augmenté. Ces attributs seraient normalement ceux de la 10e marche. Il découvre que cela est dû à l'ajustement de sa classe. Comme il est maître, il bénéficie de tous les bonus de toutes les classes. Aussitôt, des souvenirs du kobold qu'il a absorbé lui reviennent en mémoire, révélant une caverne qui abrite des prisonniers humains. De plus, Lord Kobold est présent à cet endroit. Iyoki se sent vraiment heureux, car ce moment est incroyable. En effet, un seigneur des monstres est à la tête d'une horde de monstres, ce qui lui permet de conquérir facilement tout en restant plus fort. Il savait que pour affronter une horde, il lui fallait une armée. C'est ainsi qu'il change de classe principale pour devenir nécromancien. Comme il était une masse et qu'il avait tous les souvenirs de sa vie passée,
il s'est déplacé en classe. C'est simple. Cependant, il ne se contentait pas de cela, il savait qu'il y avait une classe secrète qu'il devait obtenir lors de la première marche. Peu après, d'autres coyotes apparaissent. Ryuki ordonne donc à ses nouveaux guerriers de les éliminer, augmentant encore son armée. Après un peu de marche, il arrive à l'endroit voulu. Par chance, personne n'avait encore bougé à cet endroit. Il s'agit de l'emplacement de la classe secrète de la première marche, appelée le Maître des Esprits. Une classe de haut niveau qui représente un mage qui utilise les âmes, et le premier Maître des Esprits était caché à cet endroit. Il s'appelle Vulcain. Après l'avoir réveillé, Vulcain lui demande si Ryuk est son descendant, et si Ryuk n'a pas été surpris de le voir, car il a fait de son mieux pour avoir l'air fabuleux, mais maintenant il a l'air étrange. Ayok répond en demandant si un nécromancien devrait être surpris de voir un squelette. Il mentionne également qu'il s'y rend après avoir lu le journal de Vulcain. Le journal du Maître des Esprits Vulcain est un objet caché qu'il a trouvé dans son autre vie, et il est clair qu'il ne l'a pas lu dans cette nouvelle vie. Dans son ancienne vie, il a perdu toute sa valeur après avoir changé de classe pour devenir mage. Après avoir découvert le journal de Vulcain, il est retourné à la première marche. Après être devenu un Maître des Esprits, il a essayé d'invoquer Vulcain dans son armée, mais il a échoué. Vulcain dit qu'il l'aimait bien, car il semblait bien meilleur que l'individu disgracié qui était apparu il y a 10 ans. Ryuki s'irrite et envisage de le détruire, mais se désiste rapidement, car il doit terminer son changement de classe. Iyoki demande à Vulcain de changer de classe, mais ce dernier lui explique qu'il ne peut pas le faire immédiatement. Il dit qu'Iyoki doit d'abord atteindre la 10e marche, où se trouve la tour de changement de classe, pour effectuer le deuxième changement de classe, car Mestre des Esprits est une classe de niveau supérieur à celui de nécromancien. Mais avant que Vulcain ne finisse de parler, Iyoki déclare qu'il est déjà un nécromancien, lui affichant son écran d'information. Vulcain est impressionné de percevoir que Yuki a changé de classe tout seul, sans passer par la marche Tenno, reconnaissant ainsi son énorme talent. Il remarque également que Yuki est plus compétent que cet inutile Ten il y a quelques années. Yuki tente d'ignorer ce commentaire et demande à Vulcain s'il va changer de classe. Comme il génère un nécromancien, Vulcain accepte de changer de classe et Yuki devient donc le Maître des Esprits. Longtemps, avant que la tour n'apparaisse sur Terre, il y avait un puissant nécromancien qui dominait tout. Bien qu'étant le plus puissant des nécromanciens, il continuait à chercher des moyens de devenir encore plus puissant. Il pensait que les invocations d'os et de chair n'étaient pas suffisantes et souhaitait invoquer quelque chose de complètement différent. C'est alors qu'il eut l'idée d'invoquer les âmes des morts vivants. Il créa ainsi une nouvelle invocation qui surpasse toutes les autres. Un long moment, il réussit à créer une nouvelle classe, celle des Maîtres d'Esprit. Cependant, son corps vieillissant atteignit ses limites, et la classe des Maîtres des Esprits faillit disparaître. Il opta donc pour son dernier recours, utiliser la nécromancie sur lui-même. Il espérait que son descendant reprendrait son héritage et son honneur, et pour trouver un challenger qui pourrait suivre ses traces, il devint en quelque sorte un PNJ. Il explique à Vulcain que l'individu inutile susmentionné était le deuxième maître des esprits, tandis que Ryuki est le troisième. Vulcain demande à Ryuki d'utiliser le vaisseau de l'âme pour capturer des âmes, ce qui lui permettra d'invoquer ses invocations. Ryuki est reconnaissant pour le vaisseau, et pense que sa première capture sera Vulcain. Après avoir terminé tous ses préparatifs, il ne ferait pas 2 fois la même erreur. Et en découvrant que Ryuki avait l'intention de le capturer, Vulcain était irrité. Ryuki utilise alors sa capacité à voler les âmes, mais Vulcain parvient à s'échapper à temps. Cependant, c'est exactement ce à quoi Ryuki s'attendait. Avant d'entrer dans cet endroit, Ryuki a préparé les tatous qui enferment Vulcain dans un cercle magique. Il explique qu'il a utilisé la magie des murs, un feitizo de basse classe pour créer une prison exclusive pour Vulcain. Vulcain affirme que la magie de bas étage ne pourra jamais l'arrêter. Cependant, Ryuki révèle qu'il ne s'agit pas que de cela. En chemin, il a piqué plusieurs pierres à main kobold et a lancé un fechizo pour les activer exactement comme cela vient de se produire. Vulcain mentionne qu'il peut détruire les pierres facilement, mais Ryuki commente qu'il en a craché tellement qu'il ne pourrait pas les détruire avant de pouvoir les capturer. Vulcain est surpris et se demande comment un challenger de premier niveau peut avoir autant de compétences et de tactiques. Ryuki affirme qu'il a échoué dans sa vie passée, mais que cette fois-ci, il pourra réussir. C'est à ce moment-là que Vulcain comprend que la personne en face de lui est le deuxième maître des esprits, l'inutile dont il a parlé plus tôt. Après avoir utilisé sa capacité à collecter les âmes, Ryuki récupère cette fois l'âme de Vulcain. Il dit à Vulcain de ne pas rester bavard, car maintenant, à ses côtés, tous ses souhaits se réaliseront. Comme les dieux et les démons ne pouvaient pas entrer dans la salle de changement de classe, ils n'ont pas pu voir ce qui s'est passé. Ryuki dit à Baal d'attendre, car il va bientôt lui montrer. Et maintenant qu'il n'a plus besoin de squelette,
Ryoki défait sa magie et crée sa nouvelle armée d'âmes. Compris Vulcain, qui était encore irrité que Ryuki lui ait fait ça. Ryuki réalise alors que c'est la première fois qu'il voit Vulcain sous cette forme humaine. Irrité, Vulcain dit qu'il ne le laissera pas tranquille, mais il est rapidement interrompu par Ryuki. Il prétend que Vulcain n'est vivant que grâce à son mana, et que s'il interrompt le flux, Vulcain se dissipera immédiatement. Vulcain déclare qu'il ne lui obéira pas comme un chien. En réponse, Ryuki lui demande s'il a le choix. Rappelle à Vulcain ce qu'il a fait à ses proches qui n'ont pas voulu lui obéir, en les transformant en orbes d'âme et en les absorbant. Aussi, Ryuk espère que Vulcain n'a pas oublié ce qu'est son attaque, qui serait la gourmandise. Prévient Vulcain que s'il n'obéit pas, Ryuk finira par l'absorber complètement. Sans choix, Vulcain accepte de faire ce que Ryuk lui demande. Et maintenant, son nouvel objectif est d'éliminer la Lord Kobold. À l'entrée du château, les Koboros sentent que quelqu'un approche, mais l'âme de Ryuki élimine facilement les Koboros qui montent la garde. Ensuite, plusieurs autres Koboros apparaissent, mais Ryuki sait qu'ils n'ont plus de valeur pour lui. De plus, il décide que dans cette nouvelle vie, il ne restera plus les bras croisés et ne laissera plus ces monstres faire tout ce qu'ils veulent. Il se battra lui aussi. Peu après, le seigneur Kobold découvre qu'un intrus est apparu et ordonne de préparer rapidement les offrandes. Les kobolds tentent par tous les moyens de vaincre Ryuk, mais ne parviennent même pas à le déraciner. Avec son armée d'âmes et sa sous-classe à maîtriser, Ryuk échappe facilement à tout le monde. Jusqu'à ce qu'il ressente une forte aura, sentant qu'il est proche de la salle du seigneur Kobold. Bal était furieux de sa victoire, mais il a dit qu'il n'avait pas besoin de cela, car il allait gagner de toute façon. Le seigneur Kobold fait plusieurs sacrifices, dont le prochain sera un Dokaebi. Le seigneur sent que cette offrande serait bien meilleure qu'un humain, mais c'est à ce moment que Ryuk arrive, bien content d'avoir trouvé le seigneur Kobold. Passablement irrité, Kallum, le roi de tous les Kobordos, affirme son autorité. Yoj lui répond qu'il est plutôt arrogant pour un monstre de la première marche, et que le défi est de le faire ou de le respecter. Adokaebi ne savait pas ce qui se passait, mais sent que Lord a été distrait par un humain, et a vu une opportunité pour tenter de s'échapper. Ensuite, le seigneur demande de la force au démon Deathwatcher. Iyoki est un peu surpris lorsque le seigneur dit cela. Après cela, le seigneur attaque la jeune fille, mais Iyoki part l'attaque du seigneur en un seul coup, le laissant assez surpris d'avoir vaincu sa puissante attaque aussi facilement. Dokaebi remercie Iyoki et lui dit de quitter cet endroit. À ce moment-là, Iyoki sent qu'elle est un Dokaebi. Ce sont des créatures puissantes qui ne vivent que dans la 7e marche. Il ne comprend pas pourquoi ils descendent à ce niveau, surtout un individu assez jeune. Il se demande si quelque chose s'est passé sur la même marche, et à cause de cela, il décide de le sauver pour obtenir plus d'informations. Le seigneur, passablement irrité, fait exploser plusieurs corps de kobolds pour tenter de vaincre Ryuk, mais rien n'y fait, car ces explosions sont très lentes et ne parviennent même pas à l'atteindre. Le seigneur se demande comment un challenger de la première marche peut avoir autant de force. N'ayant pas le choix, Lord fait appel au démon Deathwatcher pour le sauver. Immédiatement, un énorme golem de sang apparaît devant Ryoki, qui se demande comment Lord a réussi à invoquer un familier de si haut niveau. Ce golem projette violemment Ryoki au sol. Lord se met à rire en disant qu'un humain ne pourra jamais le vaincre, demandant ce que Ryoki sait de son invocation. Passablement irrité, Ryoki répond en demandant à qui il prétend parler et promet de montrer ce qu'est une véritable invocation. Après avoir invoqué leurs âmes, il vainc facilement le golem de sang. Le Lord n'en revient pas. Son golem a été vaincu en un clin d'œil. Yoki explique que malgré le fait qu'il soit un Lord monstre, les Blood Golems ne sont pas quelque chose qu'un kobold peut créer. Il demande si c'est le démon guetteur de mort nommé Bun qui a fait ça. Dans cette situation, Bunny prend peur et Bao s'énerve contre lui. Bunny était curieux de connaître la classe de Ryuk, et lorsque Ryuk a commencé à affronter l'un de ses disciples, Bunny a invoqué un golem juste pour en savoir plus sur sa classe. Ryuk prétend alors que Lord Kobold n'était que le jouet de Bunny, et comme Bunny a invoqué de force le golem, le Lord n'a plus de mana. Après cela, Ryuk dit à Bunny que son hopping est enfin terminé, et va certifier que Bunny paie pour avoir essayé de le prouver. Bunny rit beaucoup, disant qu'il a adoré ça. Immédiatement, il colle l'âme de Kobold Lord et la transforme en orbe d'âme. Une capacité de base d'un nécromancien. Cette capacité permet à l'utilisateur de collecter des âmes et de créer des médicaments qui peuvent être utilisés. Après avoir consommé cette orbe, augmentant même ses attributs, Ryuki sent qu'il n'était pas aussi bon qu'il le pensait, car ce statut n'aura plus de sens après avoir traversé la marche des 50. Après ces événements, il rencontre à nouveau Dokaebi, qui le remercie de l'avoir sauvé. Elle se présente sous le nom de Haryu.
Yuki dit que ce n'était qu'une coïncidence de se trouver à cet endroit, car tout ce qu'il voulait, c'était éliminer le seigneur Kobold. Néanmoins, elle est reconnaissante de lui avoir sauvé la vie. Hioki lui demande ce qu'il ferait s'il était maléfique, car il pourrait alors tuer ou vendre un Dokaebi comme elle. Elle lui répond que si cela arrivait, elle s'en occuperait. Hioki sait qu'en matière de faveurs et de vengeance, les Dokaebi sont certifiés pour payer ce qu'ils doivent. Tout de suite, il lui pose une question. Ou pourquoi une personne comme elle, qui devrait se promener ainsi, se trouve dans un endroit comme celui-ci? Elle répond que quelqu'un a attaqué le village de Jidokebi. Yuk est surpris, car ils sont une espèce assez forte dans la tour. De ce fait, il pense qu'une des 4 grandes espèces est impliquée. Ces 4 grandes espèces sont les colosses géants de la force, les dragons essentiels de la magie, les démons maîtres de l'énergie démoniaque et les anges des poignées de la rétribution. Les 4 espèces majeures de la tour, et elles contrôlent tout. Yuke pense que ceux qui ont attaqué Jidokebi de cette manière doivent faire partie des 4 espèces majeures. Mais il envisage aussi la possibilité que ce soit quelqu'un avec son soutien, ou peut-être un des membres des Nouvelles Étoiles de son ancien groupe. Rien que d'y penser, il s'irrite. Après cela, Yuki décide de partir, et Haryu demande à l'accompagner. Il pense que même si elle est jeune, ce ne serait pas une mauvaise idée de la laisser rejoindre son groupe. Sur ce, il accepte qu'elle vienne avec lui. Yuki sent qu'elle doit se changer, car elle attirerait trop l'attention avec ses vêtements souillés de sang. Il voit alors que la Lorde a laissé un objet d'équipement, et obtient donc une nouvelle tenue. Au même moment pendant leur combat, Vulcain avec d'autres âmes éliminait tous les coyotes du château. Et à sa grande surprise, elle a pu voir Vulcain, même en tant qu'âme. Elle remarque que certains Dokaebi ont une grande affinité avec les âmes. Yoki sent qu'elle est un Dokaebi spécial, ce qui est très rare. Il envisage alors d'utiliser sa capacité de gloutonnerie pour absorber sa capacité. Mais il décide de ne pas le faire pour le moment, car il serait plus facile de la garder à ses côtés et de l'entraîner. Immédiatement, un avis de quête apparaît, où après avoir vaincu un seigneur des monstres, une horde pourrait se produire. Exactement ce qu'il voulait. Haryu panique et demande s'il va vraiment accepter cette mission. Ryuki répond qu'il ne serait pas venu vaincre un seigneur si ce n'était pas pour accomplir cette mission. Après cela, divers démons et dieux commencent à faire des commentaires, et le démon Deathwatcher mentionne qu'il donnera une récompense si Ryuki arrive premier en contribution. Vulcain ne le croit pas et demande si Ryuki veut vraiment mourir en acceptant une telle mission. Après avoir accepté la mission, toutes les zones de sécurité du premier passage seront désactivées. Beaucoup d'autres challengers se trouvaient dans le premier passage et sont effrayés par cette nouvelle, et d'autres sont plutôt irrités. Il faut donc qu'ils se dépêchent d'aller dans la deuxième marche, sinon ils iront mourir. Mais c'est alors que les coyotes commencent à apparaître. Ils pensaient qu'ils allaient dealer mourir, mais c'est alors que Ryuk arrive et dit que si quelqu'un touche à ces coyotes, il va tous les massacrer. Les challengers leur demandent de sortir de là, car il y avait beaucoup de coyotes. Cependant, ils sont surpris de découvrir que Hioki est un nécromancien alors qu'il est sur la première marche. Avec leur armée d'âmes, ils commencent à décimer les kobolds. Haryu demande si elle peut aussi se battre, et Hioki répond qu'elle semble se précipiter, car ses soldats ne lui laisseront rien. À sa grande surprise, Haryu a une pochette dimensionnelle, dont elle retire une épée et abat facilement un kobold. Ryoki sent que cette épée n'est pas normale, et même s'il est jeune, Haru manie l'épée avec aisance. Cela amène Ryoki à commencer à croire qu'elle est la véritable aube des envahisseurs du village. Peu après, des figures de proue apparaissent et demandent qui ils sont pour contrôler l'ordre. Ryoki demande qui vous êtes. De ces figurants révèlent qu'ils appartiennent à la guilde de l'Hirondelle Blanche. Hyoken ne connaissait pas cette guilde. La figure de proue explique qu'il s'agit d'une guilde subsidiaire de la célèbre guilde de Terre Sainte des Frères des 9 Étoiles. À la mention du nom des Lixos, Hyoken devient extrêmement irrité. La figure de proue invite Ryuk à se joindre à eux, mais il décline rapidement et utilise l'une de ses âmes pour coincer la figure de proue, seulement pour obtenir plus d'informations lorsque l'heure sera écoulée. Les autres figures de proue se demandent pourquoi Ryuk agit de la sorte, même s'ils sont des adversaires communs. Ils prétendent que Ryuk menace les gens simplement parce qu'il est fort. Ryuk répond qu'il ne ferait pas cela. Frapper les gens, tuer ou voler les autres sont des pratiques invalides sur Terre. Mais dans la tour, c'est la force qui compte vraiment. Et ainsi, il dit à la figure de proue qu'il ne l'a laissé en vie que pour obtenir des informations, et lui ordonne de rester loin de lui, car s'il s'approche, il sera tué sans pitié. Après cela, les figurants s'en vont, morts de peur, et Yuk retourne affronter les kobolds, qui sont assez nombreux. Alors que Vulcan utilise la nécromancie des corps, Yuke utilise leurs âmes, et c'est donc une grande bataille qui s'annonce. Haryu était fatigué de tuer les kobolds, mais la bataille semblait ne pas avoir de fin. Pourtant, il considérait cette fatigue comme insignifiante comparée à la douleur de sa vie brûlante.
ce n'était rien. Et ainsi, elle persiste à éliminer. Elle atteint sa limite. Cependant, elle est surprise de voir Ryuk, car il a un immense pouvoir. Elle se demande alors s'il s'agit vraiment d'un adversaire de la première marche, car il est impossible qu'un humain soit aussi fort. Elle sent qu'elle doit suivre cet humain et escalader la tour à ses côtés afin de veiller sur sa ville. Alors qu'elle est sur le point d'être à nouveau attaquée, Vulcain décide de l'aider. Vulcain sent la détermination de Hario et se demande ce qui lui est arrivé. Elle lui demande pourquoi il l'a aidée. Car lorsqu'elle fuyait la marche 100, personne n'a essayé de l'aider. Elle lui demande s'il l'aide parce qu'il veut quelque chose en retour, mais Vulcain répond qu'il ne le sait pas, car les soldats spirituels doivent obéir aux ordres du maître des esprits. C'est tout. À ce moment-là, elle sent que Vulcain suit les ordres de Ryuk. Vulcain explique que Ryuk lui a demandé de s'assurer qu'il ne mourrait pas et qu'il pourrait atteindre son but. Et s'il ne l'aidait pas, Ryuk regretterait de ne pas avoir fait son travail correctement. Hario reconnaît que Ryuki était le seul dans la tour à l'avoir aidé, et il est donc déterminé à rembourser cette dette et cette faveur. Aussitôt, il sort un masque de sa pochette dimensionnelle, et lorsqu'il le met, sa puissance augmente drastiquement, démagnétisant facilement plusieurs kobolds. À ce stade, Ryuki est certain que ceux qui ont attaqué le Villarejo sont derrière Hario et l'épée. Il décide donc de garder le secret, car s'il découvrait que la destruction du Villarejo a été causée par sa faute, les choses pourraient se compliquer. Peu après, la horde est enfin vaincue. King est vraiment impressionné d'avoir réussi à arrêter une horde. À ce moment-là, Hario est soulagé, car il a atteint sa limite. Qui lui demande si elle va bien, précisant que la compétence qu'elle a utilisée ne devrait pas être utilisée lorsqu'elle est épuisée. Elle répond qu'elle va bien, et le remercie pour tout. Anno apparaît immédiatement, annonçant que la horde a été éliminée. Il y aurait donc des récompenses pour la première, la deuxième et la troisième place en matière de contribution. Au total, 2 kobolds sur 5 ont été vaincus. Grâce à cela, Rielke obtient la conquête du titre de tueur de kobolds et reçoit en récompense plus de 5 points dans tous ses attributs, ainsi que 500 points d'accomplissement. Rielke sait que même si les 5 points ne semblent pas beaucoup, les points d'accomplissement vont aussi vers ses attributs, et s'il apprend diverses compétences en utilisant le maître et Gula, ce nombre continuera d'augmenter régulièrement. Il était anxieux à l'idée de cette possibilité. Hiyoki a le plus contribué à la horde, suivi de Hario en 2e position et de Vuk en 3e. Comme Vuk est un esprit de Ryuk, il n'a d'autre choix que de lui donner sa récompense. Cela, Hario décide également d'offrir sa récompense à Ryuk, comme un symbole de leur avenir ensemble. Ryuk fait remarquer que même s'il l'a laissé venir, il ne lui fait pas entièrement confiance en raison des trahisons qu'il a déjà subies. Et la récompense pour la 2e place contre Horda semble être un gros pot de vin qu'il accepte sans poser de questions. Comme il ne veut pas être ramené, elle demande à Hario de lui faire confiance. Et pas en mesure de le faire, il dit qu'il ne veut pas qu'il les accompagne. Pour tenter de gagner la confiance de Hyuki, Haru lui offre son masque d'Akuo Ebi. Vulcain est très surpris et lui demande s'il est vraiment prêt à donner son masque à un étranger. Yuki s'avère que le masque d'un Dakuo Ebi était essentiel à leur pouvoir. Ils ne donnent ce masque qu'à leur seul et unique partenaire de vie lors de la demande de mariage. Hiyoki demande pourquoi elle lui donne cela, et elle répond que c'est un paiement pour lui avoir sauvé la vie 2 fois et un test qui ne l'attirera pas. Qui affirme que le masque vaut plus que cela et pense qu'il doit avoir une autre raison d'être. Répond simplement en disant « vengeance ». Elle commence à révéler qu'elle n'a pas trouvé tous les détails. Son Villarejo est complètement brûlé. Elle a essayé de chercher des survivants, mais n'en a trouvé aucun. En tant que dernière survivante de la toile, elle pense qu'elle doit se venger de son espèce empoisonnée. De tout son cœur, elle demande à escalader la tour ensemble. À ce moment-là, Hiyoki sent qu'elle est comme lui, prête à tout pour se venger. Hiyoki accepte et dit qu'elle sera morte s'il la ramène ici. Il l'empêche de le considérer comme son sauveur ou quelque chose de semblable. Elle se sent très heureuse et encouragée à escalader la tour avec lui. Tout de suite, Ryuki décide de donner un coup de pouce à ses récompenses, qui comprennent un anneau de mana, un bricot de mana et enfin un collier de mana. Ryuki savait que ces objets étaient parfaits pour un nécromancien, car il utilise le mana pour contrôler son armée. Et grâce à ces objets, il pourra augmenter la qualité et la quantité de ses invocations de 45%. Immédiatement, Ryuki demande à Bunny combien de temps il va rester immobile, se souvenant de la promesse de récompense qu'il lui avait faite. Bunny lui demande d'aller ailleurs. En arrivant dans la ville, il n'y a plus personne, car tous ont fui pour la 2e marche par peur de la horde. Hiyoki demande à Bun si cet endroit est correct, et rapidement une forte lumière apparaît sur son front, révélant un anneau.
En analysant cet anneau, Ryoki est surpris. Haryu est curieux de sa réaction, et Vulcain sent que l'anneau a une énergie démoniaque. Cet anneau, appelé anneau de force noire, permet d'utiliser l'énergie démoniaque lorsqu'il est équipé, ce qui lui confère 10 points de puissance démoniaque. De plus, cette puissance peut être augmentée par des titres ou des objets. Vulcain sait que l'énergie démoniaque est un pouvoir qui peut être considéré comme une source de mana de haut niveau. Normalement, pour obtenir de l'énergie démoniaque, il faut devenir esclave des démons et recevoir de l'énergie progressivement. La différence entre avoir au moins une énergie démoniaque et ne pas en avoir est énorme. Avec ce cadeau, Ryuki décide d'oublier toutes les brincades de Bunny et le remercie. À ce moment-là, Vulcain sent que Ryuki est prête à commencer à escalader la tour. Tout de suite, Bao se sent interpellé et vieilli par Ryuki pour lui avoir donné une poignée de main à Bunin, et demande à son tour une poignée de main. Ryuki dit à Bao que s'il veut une poignée de main, il doit d'abord apporter un cadeau équivalent de la part de Bunin. Après mûre réflexion, Bao décide de lui confier une mission. Ryuki est surpris par la proposition, et Vulcain est également encouragé, mais Ryuki dit qu'il doit d'abord rendre service à Bao avant d'accepter l'offre. Baal accepte et crée une mission, à condition que Hyoki se fasse connaître dans la tour avant de pouvoir marcher sans elle. En cas d'échec, Hyoki doit commencer à s'entraîner pour devenir un apôtre de Baal. Récompense, Baal offre à Hyoki la recette de tout ce qu'il désire. Et la taxe sur les contrats est une ouverture de la main de Baal. Luke n'avait aucun mérite, car la recette d'un démon pouvait lui permettre de réaliser quelque chose d'incroyable. Il reconnaît que la sanction n'est pas la meilleure, mais il ne veut pas perdre cette opportunité. Luke accepte donc la mission de Bao. Après ces événements, Haryu demande s'ils partent maintenant pour la deuxième promenade. Ryuk répond qu'il ne partira pas tout de suite, car il souhaite rencontrer un adversaire pour obtenir des informations. Il demande à Vulcain d'aller le capturer, tandis que Ryuk place l'un de ses soldats spirituels derrière le Challenger. Ça permet de le retrouver facilement, même s'il est loin. Yuki est certaine que le Challenger est toujours sur la première marche. Après le départ de Vulcain à la recherche du Challenger, Ryuki demande à parler à Haryu pendant qu'il marche. Il lui demande d'en dire plus sur le masque. Ryu répond que le masque permet à l'utilisateur d'utiliser ses compétences sur le Dark Web. Ryuki demande si ses capacités du Dark Web sont liées aux amulettes et aux pouvoirs surnaturels. Et Haru confirme qu'elle va bien. Elle révèle qu'en portant le masque, elle peut utiliser ses pouvoirs surnaturels, y compris la capacité de prévoyance, qui lui permet de voir l'avenir, et elle fait remarquer que cette capacité n'est pas idéale, déclarant qu'il serait préférable d'avoir une capacité qui aide au combat. À ce moment-là, il sent que Haryu est en train de faire face. Elle répond que ce n'est rien, et qu'elle l'a juste trouvé un peu bizarre. Elle mentionne que les personnes extérieures au village avaient l'habitude de voyager pendant des jours pour demander aux anciens qui avaient appris cette capacité de voir leur avenir, car beaucoup s'inquiétaient de ce qui pouvait arriver. Ainsi, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour éviter leur destin. Yuk demande s'il y a une raison d'éviter cela, affirmant que si quelque chose l'inquiète, il le surmonte simplement. Haru est soulagée et dit que cette compétence lui sera très utile. Elle révèle que sa compétence est la prévoyance. Étant spécialisée dans le combat, elle se demande alors si cette compétence n'est pas vraiment inutile. Ryuk finit par la prendre dans ses bras. Il dit que c'est parfait, exprimant son bonheur d'être elle, parce qu'elle est la meilleure. Il pense que dans les spécialités de combat telles que l'épée étoilée, l'arc étoilé, le grand voleur et la lance divine, ils sont les meilleurs des 9 étoiles dans ce style. Maintenant, grâce à ses capacités, il aura une chance s'il l'affronte à l'avenir. Haryu se sent très embarrassé et lui est reconnaissant. Bao et les autres démons observent cette scène romantique. Haryu répond qu'il est heureux de l'aider. Ryo déclare alors qu'il certifiera avoir reçu le masque à sa juste valeur et qu'il l'aidera dans sa surveillance. Se sent heureuse et rejette tout ce qui est le mieux pour eux. Dans un endroit plus éloigné, Vulcain a réussi à trouver un individu nommé Kim, et tous ses autres amis l'ont laissé seul, s'enfuyant. Vulcain dit à Kim que s'il ne veut pas être écrasé, il suffit d'attendre l'arrivée de Ryuki. Peu après, il arrive à un endroit. Tout de suite, Ryuki demande à Vulcain de s'écarter du chemin, en mentionnant que Kim a essayé de s'enfuir après tout ce qu'il a dit pendant la horde. Ryuk dit qu'il posera quelques questions, et que selon la réponse de chacun, il lui rendra son épée, mais que l'endroit où il la placera dépendra de lui. Pour commencer, Ryuk demande à la figure de proue de lui dire tout ce qu'il sait sur la guilde de l'Hirondelle Blanche. Après avoir obtenu toutes les informations dont il avait besoin de la part de cette figure de proue, Ryuk le laisse partir. Vulcain lui demande pourquoi il l'a laissé partir, et Ryuk lui répond qu'il ira de toute façon détruire sa guilde. Cependant, il pense aux guildes affiliées au Saint-Royaume, car plusieurs guildes mineures sont susceptibles de travailler avec elle.
Et entre les Dix et les 200, il y a beaucoup de petites guildes, et s'il veut les éliminer toutes, il finira par attirer beaucoup d'attention. Vulcan sait que cela ne serait pas très pratique. Cependant, Ryuki reconnaît que cela pourrait jouer en sa faveur. Cela aidera la mission de Baal, et s'il parvient à éliminer les guildes influencées par les frères Pellon, il aura de bonnes chances de mener à bien sa mission. Son prochain objectif est d'atteindre la 10e marche. Dans la deuxième promenade, il y a plusieurs commentaires sur 3 guerriers qui ont réussi à vaincre seuls une horde. Après, Ryuki arrive à cette marche et surprend les challengers. Cela se produit parce que Ryuki porte un masque. Plusieurs challengers commencent à lui demander s'il est celui qui a vaincu la horde et s'il appartient à une guilde. Ils veulent aussi connaître son nom. Ryuki ne peut pas révéler son vrai nom. Mais à cause de la mission de Baal, il dit qu'il s'appelle Ghostface, et ce nom commence à se répandre dans la tour. Certains des figurants veulent en savoir plus sur lui, mais ils ont aussi peur et se demandent s'il a commis un crime avant d'arriver à la tour. L'un des challengers déclare qu'il a entendu parler de plusieurs cas de criminels se cachant dans la tour, et qu'il est le seul à savoir qu'il est courant de cacher son visage ou son identité à l'intérieur de la tour. Il était certain d'avoir attiré leur attention avec les nouvelles de la Horde et du masque. Après ces événements, Ryuki est parti pour la forêt de la deuxième promenade. La mission de cette promenade est de vaincre 10 coyotes normaux et 10 coyotes guerriers. Ryuki pense que cette mission peut être facilement accomplie. Il ordonne à Vulcain d'aller chercher des créatures vivantes pour lui et pour Haryu. Cela se produit parce qu'il doit s'entraîner avec l'énergie démoniaque. Bien que Vulcain soit irrité, il se lance à la poursuite des créatures. Haryu demande s'il est possible de terminer la mission de cette façon. Ryuk répond que si elle n'aime pas ça, elle peut s'en prendre à Vulcain, tout en précisant qu'il ne l'oblige pas à le faire. Ryuk est très heureux de penser qu'il va pouvoir utiliser l'énergie démoniaque. C'est ainsi que l'entraînement commence, en utilisant le pouvoir des démons, l'une des 4 grandes espèces. Lorsqu'il active le pouvoir, une flamme apparaît devant lui. Ryuk commente alors qu'un kobold est apparu, et que ce sera parfait, car il pourra tester ce pouvoir. Lorsque le pouvoir est utilisé contre le kobold, à la surprise d'Haryu, il est dévié, mais Ryuki sait que le pouvoir n'a pas besoin de frapper directement. Le kobold commence alors à se dissoudre. Haryu demande ce qui se passe, et Ryuki explique que l'énergie démoniaque est un pouvoir sauvage, qui ne peut être contrôlé que par les personnes qualifiées pour y faire face. C'est ce qui arrive à ceux qui ne sont pas qualifiés, même s'il ne s'agit que d'une égratignure. L'étape suivante est la plus importante. En l'incorporant dans un soldat spirituel, on obtient un soldat spirituel plus fort. Mais ce faisant, l'âme s'effondre. Ryuki découvre alors que l'âme elle-même ne peut pas faire face à l'énergie démoniaque. C'est pourquoi il doit réduire la densité de l'énergie démoniaque, la faisant passer de 10 à une seule. C'est ainsi qu'il crée son nouveau soldat. Ryo dit que cela semblait difficile, mais il dit qu'il a été surpris par la facilité avec laquelle cela s'est passé, car peu de gens sont capables d'affronter l'énergie démoniaque pure, à l'exception des démons. Il est certain que personne ne sait comment il est si simple d'utiliser cette énergie. Après cela, Vulcain revient et dit que ce que Ryuki a fait avec l'énergie démoniaque semble avoir été parfaitement raté, ce qui a donné un soldat spirituel avec de l'énergie démoniaque. Vulcain suggère qu'on l'appelle un soldat de l'âme démoniaque, et Ryuki finit par accepter l'idée. Bien qu'il dispose d'un soldat plus fort, il sait qu'à chaque fois qu'il capturera une âme, il devra l'imprégner d'énergie démoniaque. Il sent que ce sera difficile à faire au milieu d'un champ de bataille. Mais il a une idée. En matière d'invocation, Vuka est plus doué que lui. Vuka est heureux des paroles de Ryuk, mais ce dernier utilise alors son énergie démoniaque sur lui. Il explique qu'en imprégnant son âme d'énergie démoniaque, les soldats spirituels qui l'invoqueront deviendront automatiquement des soldats à l'âme démoniaque. Et comme l'âme de Vulcain est plus forte que celle d'un kobold, Ryuki décide d'utiliser toute son énergie démoniaque. Haryu a un peu peur, mais Ryuki la rassure en lui disant de ne pas exagérer, car Vulcain est le premier maître des esprits et ne mourra pas avec quelque chose comme ça. En réalité, Vuka menace de le tuer s'il prend le dessus sur lui. Ryuki répond que si Vuka reste assez fort pour le défier, il sera le bienvenu. Ainsi que naît son meilleur soldat à l'âme démoniaque. Rapidement, Vuka dit qu'il a fait une erreur en créant une invocation plus forte que lui. Il décide donc de se battre contre Ryuk. Mais c'est ce qu'il voulait vraiment. Car il aura besoin d'un adversaire capable de l'affronter avec le masque et de tester sa force actuelle. Vulcain convoque alors immédiatement ses nouveaux guerriers et commence son attaque. Haryu est surpris de voir que Ryuk porte le masque. Lorsque le masque est activé, il peut voir ses ennemis se déplacer plus lentement, sentant que c'est le monde que voit Haryu. Grâce à ce pouvoir, Ryuk parvient à anéantir facilement les soldats, laissant Vulcain surpris. Ryuk déclare que, bien qu'il soit comme ça maintenant, il a déjà été appelé une étoile de la mort, et qu'il ne faut pas le sous-estimer. Il frappe alors Vulcain, et lui demande de se calmer et de suivre ses ordres. Haryu s'inquiète un peu pour Vulcain, mais Ryo lui dit de ne pas s'inquiéter,
car les âmes comme lui ne meurent pas avec une attaque physique comme celle-ci. À tel point que ça fait mal quand c'est exact. D'emblée, Haryu demande si Yuki a vraiment utilisé le masque Mash. Il confirme et mentionne que tout semblait plus lent à ce moment-là, comme s'il avait été le meilleur artiste martial l'espace d'un instant. Cependant, Haryu mentionne que ce phénomène n'est peut-être qu'un effet secondaire de l'échec de la compétence. Ioki est surpris de ne pas savoir qu'il s'agissait d'un effet secondaire, puis se demande ce que ce masque peut faire d'autre. Haryu explique que c'est comme un aperçu du combat, où non seulement ils apparaissent plus lents, mais Ioki devrait également voir leurs actions futures. Rapidement, il demande comment il pourrait en arriver là, mais il ne le sait pas, disant que lorsqu'il porte le masque, cela se fait naturellement. Yuk avait oublié que Haryu était considéré comme un génie, même au sein du Dokaebi. Même s'il demandait à Izaïla de lui apprendre, elle aurait du mal à lui expliquer. Après cela, Haryu lui demande s'il est bête ou quelque chose comme ça. Yuk répond que ce n'est pas grave, et demande pourquoi elle a posé cette question. Révèle que si un Dokaebi non entraîné essayait d'utiliser leurs capacités spéciales, la plupart d'entre eux auraient des maux de tête et seraient muets. Ce qui s'applique aussi à elle. À cause de cela, elle ne peut pas utiliser la prévoyance quand elle le souhaite. Elle exprime son inquiétude, car il n'a même pas réussi à activer la capacité. Ioki fait remarquer qu'elle continue à frapper là où ça fait vraiment mal. Haru s'empresse de dire qu'il ne le pensait pas, car il est certain qu'il aura l'occasion de l'utiliser dans peu de temps. À ce moment, il sent qu'il a mal calculé, car il semblait que tout allait dans son sens. Il a été très encouragé par le fait qu'il est devenu très fort dans la deuxième marche, mais il sent qu'il a encore un long chemin à parcourir. Merci immédiatement Haryu pour toutes les informations et pour avoir pris soin de lui. En ce temps, Volka était vraiment en train de bavarder, pensant comme le plus grand maître des esprits. Il en est arrivé à un point regrettable comme celui-ci. Il dit qu'heureusement il a toujours Haryu à ses côtés, car contrairement à son idiot de maître, il faisait de son mieux pour qu'il se sente mieux. Haryu est venu lui transmettre un message de Ryuk, où il disait avoir besoin de plus d'un soldat kobold, qui disait aussi qu'il ferait mieux de se faire emprisonner, avant de transformer son âme en orbe spirituel et en Akusuma. Peu de temps après, il termine la mission et continue de monter les marches facilement jusqu'à ce qu'il atteigne la 5e marche. Sur cette marche, des figurants commentent un garçon nommé Ghostface. L'un d'eux dit que cela fait 3 jours qu'il a atteint la 5e marche et commence à rire en disant qu'il ne peut s'occuper que des coyotes, car à partir de la 5e marche, des gobelins utilisant des agulas empoisonnés commencent à apparaître. Ils prétendent que Ghostface n'est pas capable de les affronter et que c'est pour cela qu'il a été emprisonné sur cette étape. Plus loin, Ryo se préparait à quelque chose. Tandis qu'Haryu et Vulcain le protégeaient, vainquant facilement les gobelins. Alors que Vulcain s'approche d'Haryu, il sent qu'il arbore un sourire cruel et se demande ce qui se passe. Rapidement, il lui demande si elle va bien. Alors, elle se réveille et dit qu'elle va bien, ne se souvenant pas de ce qui s'est passé et pourquoi elle tenait une épée en riant. Après cela, Ryuka annonce qu'ils ont assez attendu et qu'il a enfin terminé ses préparatifs. Ce soir, il affirme qu'il y aura une horde de monstres. Quelques jours plus tôt, lors de la 4e marche, Ryuk révèle qu'à partir de la 5e marche, ils rencontreront des gobelins au lieu de kobolds, et qu'ils devront également conquérir le titre de tueur de gobelins. Ryo demande s'ils vont à nouveau chercher un seigneur des monstres, mais Vulcan révèle que cela ne fonctionne pas comme ça, car personne ne sait quand et dans quelle marche les seigneurs apparaîtront. Ryuk mentionne également qu'il ne va pas chasser un seigneur gobelin, car il connaît une autre méthode pour créer une horde manuellement. Ryo et Vulcan sont surpris par les paroles de Yuk. Vulcan commente que si une telle méthode existait, les drones seraient déjà en train de se répandre autour de la tour, mais il n'était pas au courant. Yuk explique qu'il a découvert cela par hasard, quelque part entre la limite de la marche des 3 cents ou des 4 cents. À ce moment-là, une traînée est apparue alors qu'il grimpait sur la tour, et c'est là qu'il a découvert que dans chaque marche, il y a une zone centrale qui générait des monstres. S'il prend le contrôle de cette zone et qu'il continue à y canaliser sa main, il sera possible de produire un ordre de monstres. Vuka commente que Yoki gagne un avantage secret sans que les autres le sachent, mais